Hello, moi c'est Lisa, une petite nana de 24 ans passionnée par la création visuelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Le Corps a ses raisons, le podcast qui raconte le parcours de personnes atteintes de maladies et de handicaps souvent rares et méconnus. Le tout grâce aux témoignages sincères et intimes de personnes voulant sensibiliser et faire découvrir leur pathologie sans tabou. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode du podcast Le Corps a ses raisons, j'accueille Emmeline. Emmeline est une super nana de 31 ans qui nous parle aujourd'hui du syndrome des ovaires polykystiques dont elle est atteinte depuis ses 17 ans. Nous avons discuté ensemble de ce syndrome méconnu et de sa vie quotidienne de femme avec cette pathologie. Bonjour Emmeline. Bonjour. Merci de participer au podcast. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler du syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter ? Donc je m'appelle Emmeline, j'ai 31 ans. Bientôt 32 et je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, on dit aussi le SOPK, ou il y a un autre nom, c'est le syndrome de Steen-Leventhal, du nom de la personne qui l'a identifié pour la première fois. C'était en 1935 la première description du syndrome. Alors le SOPK, qu'est-ce que c'est ? C'est des symptômes qui sont nombreux et variés, et effectivement d'une patiente à l'autre, on ne va pas retrouver les mêmes symptômes, et dépendant aussi des stades de la vie de femme. Donc parmi les symptômes récurrents, il y a bien sûr l'hyperandrogénie, ce qui passe par un excès de pilosité ou une perte de cheveux, l'acné, donc tout ça c'est dû à un déséquilibre hormonal, perte ou prise de poids, des cycles menstruels qui sont irréguliers ou absence de règles. Donc ça, malheureusement, c'est aussi lié à l'infertilité. En fait, c'est la première cause d'infertilité féminine, le SOPK. Et viennent également avec le SOPK la résistance à l'insuline, des problèmes de fatigue chronique, migraine et insomnie. Donc tout ça, c'est plus au niveau des troubles du métabolisme. D'une patiente à l'autre, comme je disais, on ne va pas retrouver les mêmes symptômes. C'est pour ça, en fait, c'est un diagnostic qui est compliqué, souvent tardif, parce que tout ça, c'est des symptômes qui peuvent être attribués à d'autres causes finalement. En 2012, j'ai perdu beaucoup de cheveux, j'ai perdu presque un tiers de mes cheveux. On m'a dit c'est le stress, c'est parce que c'est l'automne, mais enfin bon, l'automne, là, ça commençait vraiment à durer, ça faisait 4 mois que je perdais mes cheveux. C'est parce que vous êtes végétarienne, vous êtes carencée. Non, pas du tout, mais si on veut... c'est pareil, la fatigue, par exemple, je souffre de fatigue chronique, on peut aussi dire, la fatigue, levez le pied, faites une cure de vitamine C. Si on veut, on peut tout attribuer. Alors même quand j'étais jeune, j'étais déjà très poilue des avant-bras, et ma mère me disait, alors c'était avant mon diagnostic, donc je pense qu'elle se rendait pas trop compte, mais elle me disait, en même temps, t'as vu comment ton père est poilu, mais mon père, c'est un homme, donc c'est pas pareil. Mais si on veut, on peut trouver une justification partout. C'est pour ça que c'est un diagnostic qui est un peu plus compliqué, et puis... malheureusement, alors moi j'ai été diagnostiquée tôt, mais c'est souvent tardif. Ça arrive que les professionnels de santé passent à côté du diagnostic aussi. Alors aujourd'hui moins, je pense. Il y a 15 ans, quand j'ai été diagnostiquée, on en parlait très peu. Mais aujourd'hui, heureusement, ça va mieux. Les jeunes médecins, ceux qui arrivent, qui ont terminé leur formation, sont un peu plus au courant de ces maladies, comme le SOPK, ou je pense aussi à l'endométriose. C'est pareil, c'est des jeunes maladies féminines, entre guillemets, dont on parle de plus en plus. Pour faire le diagnostic, en fait, il faut une association de plusieurs critères, dont l'hyperandrogénie, les ovaires polykystiques, l'anovulation. Donc l'hyperandrogénie... déjà il y a les aspects cliniques, il y a excès de pilosité ou perte de cheveux, acné, une anovulation, donc ça c'est pareil, c'est des examens cliniques, l'observation d'ovaires polykystiques, ça c'est une échographie, mais il y a des patientes qui n'ont pas les ovaires polykystiques. On peut avoir le syndrome des ovaires polykystiques sans présenter de kystes sur les ovaires, et également une prise de sang. Donc là c'est un bilan hormonal complet, si vous avez un doute à demander à votre médecin. Et donc les marqueurs hormonaux seront un peu bouleversé, c'est-à-dire qu'on voit une baisse d'hormones féminines et une augmentation d'hormones masculines, de testostérone. Voilà, donc ça fait un bilan sanguin complet. La cause du syndrome des ovaires polykystiques, elle est inconnue, et surtout elle a des origines qui sont qui seraient multifactorielles. En fait, ça n'a pas été défini. Là aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, donc ça peut être une exposition aux perturbateurs endocriniens in utero ou plus tard dans la vie. Et ça peut être aussi génétique et épigénétique, c'est-à-dire que si une femme dans la famille a le SOPK, peut-être d'autres femmes dans la famille auront le SOPK. Moi je sais que si un jour j'ai une fille, il y a des risques pour qu'elle ait le SOPK. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure du fait que c'était une des premières causes du fait que les femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants en France et dans le monde, j'imagine. De ce fait, toi, est-ce que tu es touchée par ça ou... Pour l'instant, je n'essaye pas encore d'avoir des enfants. Je me prépare à ce que ça soit compliqué. D'accord. Mais j'essaye de rester positive. Je me dis que si ça fonctionne pas, il y a des solutions. Ça fonctionnera sûrement pas tout de suite, mais il y a
voilà, c'est compliqué, mais pas impossible. Après, encore une fois, ça doit varier d'une femme à l'autre, j'imagine. Oui, parce qu'il y a des patientes qui font juste une stimulation ovarienne et qui arrivent à être enceintes, d'autres qui doivent complètement faire une FIV ou faire appel. Ça dépend vraiment des patientes. C'est pour ça que c'est dur de généraliser. Et il y a des patientes qui ont le SOPK qui arrivent à être enceintes spontanément en prenant des mesures d'hygiène de vie, de perte de poids. Ça permet de réguler l'ovulation et ça débloque un petit peu la situation, mais vraiment d'une patiente à l'autre, c'est pas du tout la même manifestation des symptômes. Donc c'est très difficile de généraliser. Et t'expliquais aussi que certaines femmes avaient des kystes et d'autres non. Est-ce que c'est ton cas, toi ? Moi, oui, j'ai des kystes ovariens, d'ailleurs, qui sont... c'est un peu... Enfin, on dit le syndrome des ovaires polykystiques, mais les kystes ovariens, donc moi-même, j'ai fait des petites recherches pour donner le terme exact. En fait, ce sont des follicules au développement inachevé. Et c'est un peu ce qui engendre le mécanisme ensuite du dérèglement hormonal. En fait, c'est pareil, dans le mécanisme, on ne sait pas trop dans quel ordre. Est-ce que c'est ces kystes qui engendrent le dérèglement hormonal ou le dérèglement hormonal engendre les kystes, la résistance à l'insuline Voilà, donc c'est assez méconnu encore aujourd'hui. Comme il n'existe pas de traitement curatif, on traite les symptômes, mais c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. On peut améliorer les symptômes, mais voilà, il n'y a pas de traitement pour stopper le syndrome des ovaires polykystiques. Mais justement, donc ça vient un point que je voulais t'en parler. Ça peut engendrer des complications métaboliques, cardiovasculaires et aussi le cancer de l'ovaire notamment. Donc ça demande une surveillance accrue. Il y a quand même aussi au niveau des symptômes des douleurs pelviennes, des règles très douloureuses ou très abondantes. Ça peut être handicapant ou invalidant comme toutes les maladies invisibles. C'est pas rien du tout le syndrome des ovaires polykystiques et pourtant on entend encore aujourd'hui parfois dans le milieu médical que vous avez le SOPK, bon ça c'est pas grave, faut vivre avec peut-être avant de dire ça, c'est jamais rien du tout, surtout qu'on voit qu'il peut y avoir des complications. C'est une maladie dont on parle de plus en plus, mais elle a vraiment besoin d'être reconnue encore plus. Ça reste encore assez incompris. Confidentiel, oui, et incompris. Alors depuis novembre 2018, heureusement, on a une association en France pour les patientes qui s'appelle SOPK, qui justement œuvre pour la connaissance et la reconnaissance de cette maladie par des opérations de sensibilisation, par de l'accompagnement aux patientes, des conseils aux patientes. Donc ça c'est une ressource qu'on a aujourd'hui. Si on a le SOPK en France, longtemps il n'y avait rien du tout, mais aujourd'hui il y a ça pour aider les patientes. Moi il y a une question que je me pose, c'est que finalement tous les symptômes que tu avais, à quel moment tu t'es dit bon là il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal et il faut que je consulte? Moi j'ai été diagnostiquée en 2005 et j'avais 17 ans, donc plusieurs choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Alors déjà c'est que j'avais 17 ans, je n'avais toujours pas mes règles. Je sentais que ça travaillait parce que j'avais quand même les douleurs, ce qui peut arriver quand il y a la mise en place des règles. Et d'un seul coup, j'ai pris du poids en quelques mois, j'ai commencé à avoir de l'acné, perdre mes cheveux, c'est pareil, un par un, on se dit c'est quand même, ça peut arriver, mais il y avait plusieurs choses en même temps. Et ma maman qui travaille, maintenant elle est en retraite, mais qui à l'époque travaillait dans le milieu médical, elle a été quand même, elle s'est dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, c'est bizarre, il y a pas de raison que ça se mette pas en route, et puis surtout il y a pas de raison qu'elle prenne du poids comme ça brutalement ou qu'elle ait de l'acné comme ça d'un seul coup. Mais bon, après c'est pareil. Alors au début elle m'a emmenée d'abord voir le médecin traitant, donc qui n'a absolument rien pu faire pour moi, qui savait pas du tout l'acné. Qu'elle arrête de manger du fromage ou bref. Elle m'a emmenée voir un gynécologue qui a identifié les ovaires polykystiques, mais voilà. Et ensuite j'ai vu aussi un endocrinologue. Donc là à cette époque je savais que j'avais, on m'a dit le mot pour la première fois. On m'a dit vous avez des ovaires polykystiques. On m'a juste dit ça sans nommer vraiment le syndrome des ovaires polykystiques. À l'époque donc on m'a mis sous pilule d'abord sous du Faston pour aider à mettre en route mon cycle. C'était assez douloureux, donc j'ai pas supporté très longtemps. Et après, j'ai été mise sous pilule. Alors, j'avais pas besoin de contraception, mais ça permettait vraiment de réguler les cycles. Et puis, ça a régulé un petit peu tout ça, tout ce bouleversement hormonal. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est que ma maman a vu que quelque chose n'allait pas très bien, qu'elle m'a emmenée voir des spécialistes. Et puis surtout, qu'elle a fait le fameux bilan sanguin complet. Tous les examens sanguins qui ont mis en évidence... C'est ça. Alors à l'époque, je pense que comme on en parlait moins, c'était un diagnostic qui a été un petit peu plus difficile et peut-être un petit peu plus long. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit également qu'elle avait commencé à avoir des symptômes sur plusieurs mois qui ont commencé à se mettre en place
et qu'il s'est passé plus d'1 an entre les premiers symptômes et le diagnostic. Je sais pas, ça m'a fait bizarre d'entendre ça parce que moi j'espère qu'aujourd'hui en 2020 ça aille plus vite pour une patiente d'être prise en charge, et là je me dis c'est dingue que ça prenne encore 1 an. Enfin, comme quoi, faut s'entourer des bons professionnels de santé, et puis faut pas hésiter à en parler. Enfin voilà, moi c'est parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage proche qui voyait qu'il y avait un problème en fait. Puis à l'époque, le diagnostic, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Du syndrome des ovaires polykystiques, c'était vraiment le néant. Et justement, toi, il a fallu combien de temps à peu près à partir du moment où tu as commencé à consulter, et le diagnostic, ça a été assez rapide ou... Du moment où ma maman s'est dit écoute Emeline, on va consulter, c'est pas normal. Et le moment où j'ai été prise en charge et où ça s'est amélioré, c'est quand même bien passé 6 mois. Forcément, après, c'est aussi le temps d'avoir les rendez-vous et... bien sûr. Voilà, puis bon, comme elle a fait étape par étape, que d'abord elle m'a amenée chez le médecin traitant, j'étais allée voir une diététicienne aussi, enfin voilà. Mais là encore, aujourd'hui, je pense que les médecins traitants doivent, peut-être pas tous, là encore, mais connaître le syndrome des ovaires polykystiques. Je pense que maintenant, les diététiciens, les diététiciennes savent aussi ce que c'est, et que s'ils voient une personne qui vient les voir pour une prise qui a pris du poids et qui ne parvient pas à en perdre, surtout, c'est possible que ce soit à cause du SOPK. Et comme c'était quand même une maladie qui était et qui est encore finalement assez méconnue, à l'époque, du moins où tu t'es fait diagnostiquer, tu m'as dit que la première chose qu'on avait faite, c'était de te donner la pilule pour réguler un peu tout ça. Mais est-ce qu'il y a des traitements qui sont vraiment spécifiques à ce syndrome, ou... Parce que moi, je sais qu'en faisant un peu les recherches sur Internet, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de traitement dédié à ça, en fait. Alors non, il n'y a pas de traitement dédié. Donc moi, j'ai été mise sous pilule, effectivement. En plus, je partais aux États-Unis 1 an pour mes études. En fait, après le bac, voilà, j'avais prévu de le faire, donc je l'ai fait même si je venais d'être diagnostiquée. Bon, la pilule, c'était confortable parce que ça régulait, et puis sur le coup, ça réglait un petit peu les soucis liés au SOPK. Après... c'est comme si tu venais de te couper et que tu mettais un pansement sans désinfecter, en fait. Voilà. Ça offre une réponse immédiate, finalement, à tous les symptômes du SOPK. Du coup, j'ai été sous pilule pendant quelques années. Ça se passait plutôt bien pour moi, pas trop de soucis. Puis surtout, alors je sais pas pourquoi, si tout le monde autour de toi minimise la maladie, tu te mets à la minimiser aussi. Et après c'est vrai qu'à l'époque, moi je me disais, bon, je vais pas y penser, puis voilà, je vais vivre ma vie normalement. Et je me disais vraiment, enfin j'aime faire cette comparaison, mais je me disais, j'ai le SOPK... Comme le fait que je sois myope, par exemple. Enfin, c'est juste une particularité, ou voilà, c'est pas, ou le fait que je sois petite. Enfin, c'est pas. Et alors, en fait, pas du tout. En 2012, j'ai eu un retour de boomerang de tous les symptômes, en fait. Ça a suivi une période de stress dans ma vie personnelle. Et parce que le stress, en fait, comme la plupart des maladies chroniques, c'est lié au stress. Hein. Moins on est stressé, mieux ça va. Et le stress va toujours aggraver tous les symptômes. Alors, à nouveau, perte de poids, puis prise de poids, chute de cheveux, donc là c'est l'époque où j'ai perdu énormément de cheveux, de l'acné, la résistance à l'insuline, j'avais des taches brunes dans le cou et dans le dos liées à la résistance à l'insuline. Le mécanisme de la résistance à l'insuline, en fait, c'est un défaut de métabolisme des sucres dans l'organisme, en fait. Un endocrinologue saurait expliquer ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. Après, ce que je sais, c'est qu'il faut essayer de manger un index glycémique bas, de pas consommer trop de sucre, mais faut pas se priver non plus. Enfin, je suis pas une adepte de la privation ou des régimes à outrance, mais voilà, c'est une hygiène de vie après. Oui, justement, c'est ce que je me demandais aussi, c'est au-delà des traitements, qu'est-ce qu'on conseille aux personnes atteintes de ce syndrome ? Est-ce qu'il y a vraiment un mode de vie à adapter ? Justement, en fait, en 2012, on a changé mon traitement, donc j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai pris un médicament qui s'appelle Androcur, avec Androcur et Provamès, donc j'ai pris ce médicament pendant 6 ans, et aussi j'ai eu un déclic à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon hygiène de vie. Donc changer son hygiène de vie quand on a le SOPK, là c'est pareil, en fait ce que je dis, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon de vivre avec le SOPK, c'est plein de petites choses qu'on va mettre en place dans la vie quotidienne qui vont avoir des effets bénéfiques sur le long terme. Donc par exemple, c'est la réduction du stress. Très facile à dire, difficile à faire, mais je sais que pour moi, dormir suffisamment, essayer de ne pas me mettre dans ces situations qui vont créer de l'anxiété, par exemple, avoir une routine, ça aide beaucoup au niveau de la gestion du stress. Je fais du sport aussi. Ça aide pour la résistance à l'insuline et ça aide aussi pour la gestion du stress. Ça fait beaucoup de bien, ça aide à sécréter des endorphines. Voilà, moi, ça me fait beaucoup de bien. Je vais courir 3 à 4 fois par semaine, c'est vraiment... ça me fait du bien. Le bon sport, c'est celui qui convient à la patiente, mais voilà. Du coup, grâce au SOPK, j'ai découvert la course à pied parce que justement, c'est l'époque en 2012 où je me suis mis à courir pour justement me soigner.
Je détestais ça, quoi. J'aimais vraiment pas. Je me forçais et ensuite, je me suis mis à adorer ça et j'ai couru de plus en plus longtemps et aujourd'hui, j'ai couru 3 marathons, quoi. Donc, je peux dire que le SOPK a apporté ça dans ma vie. Voilà. Ça t'a poussé à te dépasser à ce niveau-là? Totalement. Et ensuite, au niveau de l'hygiène de vie aussi, ce qu'il faut faire, c'est au niveau, je veux dire, de l'environnement, essayer de se débarrasser de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Essayer d'utiliser des cosmétiques propres, puisque la peau, c'est notre plus grand organe et qu'elle absorbe tout ce qu'on met dessus. Les produits ménagers, si possible, essayer d'utiliser des produits clean. Et au niveau de l'alimentation, alors si possible, manger bio. Et aussi, de manière générale, manger des produits pas trop transformés, proches de la terre. Je veux dire proche de la terre dans le sens où voilà, des produits bruts, les cuisiner soi-même. Si un coup de temps en temps vous allez, une patiente va au Quick ou au McDo avec ses amis, c'est pas très grave. C'est l'hygiène de vie en général. Faire quand même le maximum pour éradiquer les perturbateurs endocriniens dans son environnement. Bon, en vrai, on peut le faire par soi-même chez nous, dans son assiette ou dans la salle de bain, d'utiliser des produits clean. En revanche, on est exposé à la pollution. Ça, on peut rien y faire. Il y a tout ce qui nous échappe aussi. En fait, je pense vraiment que vivre avec le SOPK, comme c'est pour toute sa vie et que ça se soigne pas, c'est un équilibre à trouver. Il y a tout ce qu'on met en place pour améliorer notre hygiène de vie, mais il faut pas que ça devienne une obsession non plus, parce que si ça devient une obsession, ça devient une source de stress et on perd tout le bénéfice de ce qu'on fait, en fait. Et de ce fait, est-ce qu'il y a des choses que toi, t'as mis en place particulièrement dans ta routine ou tu vas un peu au feeling Déjà, le sport, garder du temps pour moi dans la journée, même si c'est 10-15 minutes pour lire avant de dormir. De manière générale, la routine, ça aide beaucoup parce que, en fait, je pense aussi qu'on vit dans une société qui nous pousse toujours à vouloir faire plus, et ça peut être néfaste, ça peut être une source de stress. Faut apprendre aussi à accepter qu'on peut pas tout faire quand on a le SOPK et qu'il faut prendre une chose à la fois, écouter son corps, oui. Par rapport à Androcur et Provamès que j'ai pris pendant 6 ans, Androcur, malheureusement, c'est un médicament qui a été lié à la présence de méningiome chez certaines patientes. Du coup, il y a 1 an et demi, mon médecin m'a proposé de l'arrêter. Donc j'ai fait l'IRM, je n'avais pas de méningiome, mais le médecin m'a proposé de l'arrêter pour passer. Maintenant, je prends Diane 35 et spironolactone pour régler les problèmes d'hyperandrogénie que je pouvais avoir. J'en parle parce que malheureusement, le SOPK, c'est un peu lié à Androcur. C'est un traitement très, très efficace. C'est proposé à beaucoup de patientes. C'est aussi un médicament qui traite d'autres pathologies. Par exemple, les messieurs qui ont un cancer de la prostate prennent Androcur, typiquement. Mais dans le cas du SOPK, il a été prescrit. Et aujourd'hui, les médecins essayent de proposer une alternative thérapeutique à Androcur, justement. C'est quelque chose d'efficace, mais qui fait un peu polémique par rapport aux effets secondaires qu'il peut y avoir. Oui, exactement. Un peu comme le traitement pour la thyroïde, qui est pas très... Le lévothyrox, c'est ça. Oui. Justement, moi, avec le SOPK, c'est aussi lié chez moi à une hypothyroïdie, comme ça arrive régulièrement, mais je ne prends pas lévothyrox. D'accord. Pour l'instant, j'ai refusé. Je me dis, tant que je peux faire sans, je fais des cures d'iode régulièrement, ça aide un petit peu. Mais tant que je peux faire ça, puis à l'époque, sinon ça veut dire qu'à un moment j'aurais pris Androcur et lévothyrox, ça faisait beaucoup de médicaments. J'essaye quand même de minimiser le traitement. Mais après, si on veut, je pense que tous les médicaments ont... Quand on prend un médicament, il y a toujours le bénéfice et il y a toujours le risque. Personnellement, mon Androcur, je l'ai toujours pris en connaissance de cause, parce que le médecin m'a alerté qu'il existait un risque. Je vais pas dire que ça m'a sauvé la vie, mais quand j'avais perdu 1/3 de mes cheveux, c'est une période sombre de ma vie, vraiment. Tu l'as mal vécu. Très très mal vécu, oui. Donc, j'imagine, pour une femme, de perdre ses cheveux, déjà, c'est hyper compliqué. Donc, s'il y a des patientes qui ont le SOPK et qui écoutent, arrêter Androcur et passer à Diane 35, c'est possible, mais il faut y aller progressivement et surtout, il faut être encadré par un professionnel de santé. Et donc, toi, actuellement, les traitements, pour l'instant, ça fonctionne bien Ouais, ça t'améliore la vie, en tout cas, aussi. Alors là, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Mon SOPK, je dirais que depuis 4 ans, c'est bien stabilisé. Les symptômes, ils ont évolué avec le temps, puisque avant, quand j'étais plus jeune, j'avais plus des problèmes de poids, d'hyperandrogénie, perte de cheveux, pilosité. Avec le temps, ça s'est amélioré. Alors, il y a des gens qui disent que le SOPK bonifie avec le temps. Je ne sais pas si ça bonifie, je dirais plutôt que ça évolue, puisqu'aujourd'hui, moi, je souffre beaucoup de fatigue chronique, d'insomnie, de migraine. C'est vraiment des symptômes qui ont évolué. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais ça a évolué. Tu nous expliquais justement que la perte des cheveux, ça a été une période assez sombre pour toi. Et justement, le syndrome, quel impact psychologique il a eu
sur toi et dans ta vie en règle générale? Bah alors, en premier lieu, donc à l'époque, quand j'avais 17 ans et qu'on m'a dit que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, enfin, du moins à l'époque, on m'avait juste dit vous avez des ovaires polykystiques et du coup, ça fait ça, ça déclenche une hyperandrogénie. Moi, j'avais un peu un sentiment d'injustice parce que forcément, quand on a une maladie chronique, il y a toujours alors bon, en plus, j'étais ado, donc il y a un peu ce truc pourquoi c'est tombé sur moi? Mais un peu d'injustice et un peu de honte, quoi. Je suis aussi passée par une phase où je ressentais de la déception parce que je voyais que ça m'empêchait pour certaines choses dans ma vie. Ça me prenait beaucoup d'énergie. J'avais l'impression que ça me volait ma vie. Le SOPK me volait ma vie. Donc je voyais vraiment une injustice. Et puis après, avec le temps... Alors je sais pas si c'est le temps qui a fait son effet, moi qui ai appris à vivre avec la maladie ou moi qui ai mûri, mais aujourd'hui, j'essaye vraiment d'en faire une force de cette colère et cette déception que j'ai pu avoir, j'essaie vraiment d'en faire une force aujourd'hui. Et puis non mais j'aime bien dire le SOPK, ça me pourrit la vie, mais pour autant je veux pas mener une vie pourrie. Voilà, je pense que c'est ça. J'essaye justement d'utiliser cette force pour mener une vie riche malgré tout avec le SOPK et l'utiliser pour aider les autres patientes. Et par rapport à tes relations personnelles, parce que comme je sais que t'es avec quelqu'un dans la vie, je sais pas du tout si cette personne t'a connue avant, pendant, ou enfin comment elle a suivi le syndrome et l'évolution, mais au vu aussi des risques, il y a des possibilités de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Alors les relations, elles aident parce que je pense que comme toute personne qui souffre d'une maladie chronique, il faut s'entourer de personnes qui comprennent, qui nous soutiennent et puis surtout qui ne jugent pas. Alors bon, moi j'ai de la chance, je suis en couple avec quelqu'un qui comprend et qui compatit. Je trouve que les conjoints, ils ont un rôle assez capital dans les maladies comme le SOPK parce qu'ils subissent un petit peu aussi et ils nous soutiennent dans la maladie. Alors après, franchement, moi, ça a été simple. Quand j'ai rencontré mon ami, deuxième rendez-vous, je disais que j'avais le SOPK. Comme ça, c'est réglé. Non, mais au moins, j'ai mis sur la table que voilà, j'avais une maladie chronique qui touchait à ma fertilité aussi. Et, voilà, qui ponctuellement pouvait aussi... toucher parce que ça touche à l'apparence aussi, donc voilà mais j'ai préféré le dire tout de suite. Je me suis dit au moins et c'est dans quoi elle s'engage. Voilà, c'est ça. Après c'est important de s'entourer de personnes qui savent aussi par exemple que la douleur est réelle, que la fatigue c'est pas de la flemme, c'est pas une excuse parce qu'on n'a pas envie de venir. Et je pense que c'est vrai dans la relation de couple, mais moi je trouve que c'est vrai aussi avec les amis parce que moi ça m'est déjà arrivé je devais aller à une soirée et 2 heures avant, franchement, j'en peux plus, je suis cassée. Il y a des jours, la fatigue chronique m'abat tellement que je rentre du travail, à 19h30, je suis couchée. Voilà, donc j'ai de la chance, j'ai des amis qui comprennent que voilà, je fais pas exprès. Voilà, c'est pas moi, c'est la maladie, mais ça fait partie des choses qui m'embêtent vraiment dans le SOPK. Je suis naturellement dans ma personnalité, je suis assez dynamique, je veux faire plein de choses et puis des fois j'ai juste pas l'énergie, mais bon, faut accepter. Je me dis je le ferai demain, c'est pas très grave, je le ferai demain. Et dans ta vie professionnelle, t'as déjà rencontré des difficultés particulières? Au travail, c'est un petit peu difficile aussi. Déjà parce que je travaille dans l'événementiel, donc il y a une période de rush et puis il faut être très performante au travail à ce moment-là. Et au niveau de l'énergie, c'est toujours une période un petit peu difficile. Mais bon, j'aime mon travail, donc voilà, je tiens bon. Puis souvent, après, je suis très fatiguée, mais bon, je récupère progressivement. Au travail, c'est difficile aussi parce que des fois, les douleurs, voilà, quand j'ai des douleurs pelviennes, des crampes toute la journée, il y a beaucoup de patientes qui ont le SOPK, qui travaillent plutôt en télétravail ou qui sont indépendantes. Justement parce que pour la gestion des symptômes, c'est plus simple. Il y a des choses qui... c'est une maladie qui est... un syndrome... C'est une maladie ou un syndrome du coup? Je sais pas trop comment... c'est un syndrome ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est une maladie. C'est une maladie qui est reconnue? Non, l'association SOPK, justement, ça fait partie de ses objectifs, c'est que la maladie soit reconnue, justement. Dans le milieu professionnel aussi, je pense, ça aiderait. Moi, c'est vrai qu'il y a des jours où je suis... très fatiguée, je préférerais travailler de la maison et puis être à mon rythme. Mais bon, je comprends que ce soit pas possible aussi. Puis bon, surtout, le modèle français, c'est travailler au bureau. Même si là, on sort de confinement et qu'en 2 jours, tout le monde a été en télétravail et que ça s'est mis en place très facilement. Voilà. Justement, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes facilement avec les gens? Tiens, j'ai un SOPK. Alors, justement, moi, depuis... facilement, j'en parle, en fait. J'en parle très facilement. C'est pour ça, je pense que quand j'étais jeune, ça me faisait un petit peu... honte. Je me souviens d'avoir raconté à mes copines que j'avais ça, mais tout
C'est une maladie, tu te dis tout est gênant, les kystes sur les ovaires, les douleurs, la pilosité, la perte de cheveux. Maintenant, j'ai aussi régulièrement, des fois j'ai la nausée, mais toute la journée. Voilà, c'est des trucs, c'est pas terrible, mais bon, faut le dédramatiser en fait. Je pense que voilà, la maladie, faut la dédramatiser. Et puis après, est-ce que j'en parle facilement autour de moi? Oui. Au travail, c'est pareil, ils savent que j'ai le SOPK, je l'ai dit. Je leur ai même appris ce que c'était. Et c'est passé, il n'y a pas de souci. Dans la gestion de la maladie, si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi de s'entourer des bons professionnels de santé. C'est-à-dire que si voilà, vous voyez un gynéco, 2 gynécos, 3 gynécos qui lui disent « bon bah c'est rien, tenez, prenez la pilule », voilà. Je pense s'entourer de professionnels de santé qui minimisent pas la pathologie, qui nous écoutent, avec lesquels on est à l'aise, c'est quand même important. Voilà, ou l'endocrinologue. Souvent, le suivi médical pour le SOPK, c'est très souvent gynécologue et endocrinologue. Il y a aussi des patientes qui vont voir une diététicienne, un naturopathe. Voilà, après, c'est au choix la décision de chacune. Mais surtout, s'entourer de bons professionnels de santé qui nous comprennent, qui nous entendent, qui tiennent compte de la maladie et surtout qui travaillent ensemble aussi. Hein. Voilà, normalement, ils doivent communiquer ensemble. Une petite chose à laquelle je pense, c'est aussi de la gérer avec le sourire et avec un peu d'espoir, parce que l'état d'esprit quand on a une maladie chronique, c'est hyper important. Toutes les maladies chroniques. Voilà. C'est la manière dont on le prend et dont on l'aborde, finalement, ça change beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai l'impression que toi, tu l'abordes de manière assez sereine et assez positive, même si c'est quelque chose qui t'handicape, mais c'est vrai que quand on parle, on sent que tu as plutôt envie d'éduquer les gens sur ça, de leur expliquer ce que c'est, et puis... J'ai eu ma phase où c'était très difficile, hein. Franchement, quand j'étais ado, hein, c'était ma phase, disons pourquoi c'est tombé sur moi, mais c'est vrai que sur le coup, c'est ce qu'on se dit, hein, quand on nous annonce un diagnostic, maladie chronique ou toutes les maladies, c'est jamais très agréable. Après, voilà, une fois que j'ai accepté qu'il n'y avait pas de traitement curatif, l'amélioration des symptômes dépendait aussi de la manière dont moi je me prenais en charge. Voilà, j'ai voulu plutôt en faire quelque chose de positif dans la vie. Sur les réseaux sociaux, c'est un sujet que tu abordes facilement. Tu as fait d'ailleurs un live récemment avec l'association pour en parler aussi un petit peu. Et je me demandais pourquoi c'est si important pour toi d'en parler, d'ouvrir la parole. Parce que justement, quand j'étais jeune, j'avais déjà eu honte parce que les symptômes sont pas très faciles à vivre en tout cas. Et je trouve que c'est important d'ouvrir la parole pour sensibiliser. Et non seulement permettre aux patientes d'être diagnostiquées à temps, mais aussi, si elles ont été diagnostiquées, de savoir qu'elles ne sont pas seules et que désormais, il y a des ressources fiables en français. Parce que moi, quand j'ai été diagnostiquée à 17 ans, il n'y avait absolument aucune ressource. Après, je me suis éduquée sur la maladie avec des blogs, des forums plutôt en anglais, donc de 2010 à 2013. Et c'est que récemment qu'on en parle en fait sur des blogs, des forums en français, c'est plus récent. Et maintenant, il y a une association qui a fait la curation d'informations, justement, pour éviter aux patientes de se perdre dans toutes les ressources et de distinguer le vrai du faux. Il faut savoir qu'il y a aussi des ventes de programmes qui vont guérir ton SOPK à 500 €. Enfin voilà, faut pas partir vers ces trucs-là si possible. Faut aussi en parler pour la reconnaissance de la maladie dans tous les milieux, aussi bien dans le milieu médical, dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, et aussi pour faire avancer la recherche. Si on en parle, ça va avoir un effet sur le long terme d'amélioration. C'est vrai que quand j'ai été diagnostiquée, moi je me sentais un peu seule aussi. Aujourd'hui, les patientes ne sont plus seules, et je voudrais que les jeunes femmes qui sont diagnostiquées aujourd'hui bénéficient d'une expérience différente. Qu'elles se sentent pas abandonnées avec juste le diagnostic. Voilà, vous avez le SOPK. Voilà. Non, maintenant, on peut leur prouver qu'on peut essayer de vivre sa meilleure vie avec le SOPK. J'aime bien dire ça, mais à la fois, c'est une meilleure vie un peu adaptée, mais faut pas que ça empêche, surtout. C'est de dire, vous avez un syndrome, mais ça vous empêchera pas de vivre votre vie pleinement. C'est ça. Du coup, aussi, par rapport à le rapport que tu as avec ton corps, est-ce que ton point de vue a changé depuis que tu as été diagnostiquée ? Oui, alors avec le SOPK, déjà, il faut se dire que le rapport au corps peut être assez compliqué. C'est une maladie qui touche quand même à des attributs de la féminité, donc aussi bien la silhouette, parce qu'on a des pertes ou prises de poids, un excès de pilosité, la perte de cheveux, c'est assez compliqué pour une femme. Donc, faut resituer aussi, aujourd'hui, on vit quand même dans une société où il y a énormément d'injonctions sur
la femme, le corps de la femme, hein, comment il doit être, quel type de beauté elle doit représenter. Je pense que quand on a le SOPK, il faut essayer de se détacher de ces images qui en fait n'existent pas, parce que ça peut être des objectifs qui peuvent paraître vraiment inatteignables. Je pense que de toute façon, il n'y a pas une beauté, il y a des beautés, et puis ça doit pas... même si le rapport au corps devient difficile, il faut accepter qu'on est un peu différente. Et je pense qu'il faut aussi être indulgente avec son corps et avec soi-même. Et surtout, il ne faut pas qu'on entretienne des complexes. C'est vrai que c'est pas facile avec la maladie de se voir changer, on se reconnaît pas dans le miroir. À l'époque où j'avais perdu mes cheveux, moi je me brossais les cheveux, je pleurais tous les jours. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de body positive, et je trouve que c'est super important, surtout dans le cadre des maladies chroniques. Bon, il y a aussi le body neutralité, ça j'y crois aussi, parce que moins on y pense, plus on peut se focusser sur d'autres choses, en fait. Voilà, moi, au moment de mon diagnostic, je voyais vraiment mon corps comme un ennemi. Enfin, il y a un peu mais pourquoi tu me fais ça ? À l'époque, moi, je faisais de la gymnastique, je faisais de la danse classique, et puis j'ai tout arrêté, en fait, à ce moment-là. Parce que je me reconnaissais plus dans le miroir, parce que il y a eu trop de choses en même temps, parce que j'avais mal aussi, très très beaucoup de douleurs pelviennes. Et aujourd'hui, mon corps, j'ai compris que c'était un allié dans la gestion du SOPK, parce qu'il faut y être attentive à tous les signaux qu'il nous envoie. C'est pas une mauvaise chose d'être attentive en fait aux signaux que nous envoie notre corps quand on en fait trop, quand on est en train de s'épuiser, il nous prévient en fait. Je trouve qu'il faut le voir plutôt comme un allié en fait, même s'il y a des jours où... moi je peux pas dire aujourd'hui que aujourd'hui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je suis super bien dans ma peau, mais bon, j'ai appris en fait à aimer mon corps pour ce qu'il faisait et non pas pour ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il me permettait de faire plein de choses malgré la pathologie. Donc je t'ai dit que j'aimais bien courir. Voilà, typiquement, le fait que j'ai pu aujourd'hui courir, que je cours le marathon, j'en ai pas fait cette année parce que voilà, c'était pas prévu, puis de toute façon on a été confinés, donc il n'y a pas eu de marathon. Mais voilà, j'ai envie de dire merci à mon corps de me permettre de faire ça, de faire l'expérience de ça malgré la pathologie. Au final, le syndrome t'a poussé un peu à écouter plus ton corps, même au-delà du syndrome et des symptômes qu'il peut te procurer, mais c'est en règle générale, t'es beaucoup plus attentive à ce que ton corps te dit. Patiente avec le SOPK, on est à la fois patient, mais on est son propre soignant aussi. On fait un peu partie de l'équipe soignante, donc voilà, c'est pour ça que je voulais préciser ça aussi, parce que là, le fait d'être... attentive aux signaux du corps, c'est ça aussi, c'est prendre soin de soi aussi. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, du coup, par rapport à tes 17 ans, où t'étais un peu, en plus de... à 17 ans, c'est une période aussi où on cherche... Déjà, de toute façon, à la base, on est un peu mal dans sa peau. Voilà, c'est ça, c'est déjà une période compliquée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que t'as confiance en toi ? J'ai plus confiance en moi, c'est sûr que quand j'avais 17 ans, il y a l'évolution avec la maladie, mais il y a aussi l'évolution personnelle, donc c'est normal. En 15 ans, j'ai évolué, j'ai été diplômée, j'ai voyagé, j'ai mis en route ma vie professionnelle. Après, jusque-là, ça m'a pas empêché de réaliser des rêves et des projets de longue date. Il y a notamment le fait de pouvoir courir des marathons. Ça, c'était un rêve d'adolescente et j'ai pu le réaliser. J'étais hyper heureuse. J'ai fait le GR20 aussi. La randonnée qui traverse la Corse, ça aussi, c'était un rêve que j'ai pu réaliser. Ouais. Après, la confiance en moi, j'y travaille encore... quotidiennement, parce que par exemple parler avec toi aujourd'hui et me dire que ça peut aider d'autres patientes, ça me donne confiance en l'avenir en général. Je trouve que ça m'a rendue plus forte, ça m'a permis de développer des traits de caractère aussi qui m'aident dans la vie quotidienne. Je pense la passion, la patience, la résilience. Quand on vit avec une maladie chronique, on apprend ça, on est un peu forcé à apprendre ça rapidement en plus, mais je pense que c'est assez bénéfique en fait, finalement, ça développe vraiment une force de caractère. Et ça, t'as peut-être... moi, je sais que personnellement, parce que moi, je suis atteinte de la maladie de Crohn. Oui, je connais, moi, ce qui m'a beaucoup aidée avec la maladie, c'était aussi de comprendre et d'avoir aussi beaucoup plus d'empathie pour les autres, qu'ils ont eux-mêmes des maladies chroniques, ce qui était peut-être plus difficile pour moi avant. Oui, c'est vrai que ça aide aussi à développer l'empathie, surtout oui, pour des personnes qui ont aussi des maladies chroniques et des maladies dites invisibles, parce que on vit la même chose finalement. Voilà, le fait que la société minimise un peu ces maladies-là, ou les douleurs, ou ce qu'on peut traverser. C'est vrai que oui, effectivement, tu as raison. Moi, je trouve que ça aide aussi à développer de l'empathie, parce qu'on traverse toutes plus ou moins la même chose. Alors, c'est des différentes manifestations, mais ça reste une maladie chronique avec tous
toutes les difficultés que ça représente dans la vie quotidienne. Du coup, tu peux nous parler un peu de tes projets. Est-ce que l'avenir te fait peut-être peur? Parce qu'avec le SOPK, voilà, il y a peut-être des risques d'infertilité, éventuellement des complications qui peuvent venir. Ou est-ce que tu es plutôt sereine par rapport à ça? Les projets pour l'avenir, donc immédiat, c'est de continuer à parler du SOPK et de m'investir pour aider les patientes. L'asso a plein de projets aussi, l'association SPOPK, pour continuer à aider les patientes, pour en parler toujours plus. À titre personnel, dans les années à venir, effectivement, je voudrais fonder une famille, mais bon, comme je te dis, j'ai mis en place ce que je pouvais faire de mon côté, et puis si ça fonctionne pas tout de suite, j'attendrai un petit peu. J'essaye d'être optimiste, en fait. De toute façon, quand je sais pas si tu fais ça aussi, mais des fois, sans le faire exprès, je rêve un peu des années à venir. Enfin, voilà. Dans mes rêves, il y a un enfant, donc je pense que j'arriverai à avoir un enfant. Mais tu te mets pas de pression Non, non, c'est de toute façon à un moment, faut se dire aussi qu'on n'a pas complètement la main là-dessus. Quand on dit qu'on veut, on peut. Quand on a le SOPK, c'est pas vrai du tout. Hein. Donc quand on a une maladie chronique, de toute façon, c'est pas vrai. Donc voilà, s'il y a besoin d'un petit peu d'assistance médicale, c'est le cas. Peut-être qu'il y aura pas. Enfin, si dans mon cas, de toute façon, il y aura besoin, c'est sûr, mais j'essaie de pas trop y penser en fait. Au moment venu, je verrai dans quelques années, peut-être je reviendrai et puis je te dirai, voilà, si... Je serais ravie d'en reparler à ce moment-là. Je pourrais te raconter le parcours du combattant pour réaliser une PMA, comme ça je pourrais te parler d'autres choses. Après, dans mes projets, dans les choses que j'aimerais faire aussi dans les années à venir, je voudrais... un rêve aussi, je voudrais faire le raid Amazon. Aussi, ça fait partie des choses que je rêve de faire. Et je rêve aussi de partir en voyage humanitaire en Australie, parce que alors bon, là, je te parle, je suis passionnée par le SOPK, passionnée par la pathologie et la santé féminine. Bon, j'ai d'autres passions dans la vie, j'aime aussi le cinéma et puis j'adore les animaux. Donc je rêve de partir en Australie pour faire du bénévolat 6 à 8 semaines dans un centre de soins pour animaux. Génial. J'y pensais avant les incendies, mais après les incendies, j'y ai pensé encore plus. Voilà. Puis dans un projet pour à l'avenir à moyen terme, là, cette année, je me dis aussi survivre 2020. C'est pas une bonne année. Voilà, survivre 2020. Je pense que c'est le plus dur dans ta liste. Ouais, je sais pas si on va y arriver là, mais bon. Oui, c'est assez noir 2020, c'est sûr. Oui, ça a mal commencé. Bon, ouais. Je suis pas sûre que ça finira mieux finalement. Mais... c'est terrible. Et aujourd'hui, c'est quoi ta devise au quotidien ? Alors ma citation, tu la connais sûrement puisque j'en ai parlé lors d'un live avec SPOPK le dimanche dernier. Alors depuis dimanche, il y a 5 jours, elle n'a pas changé. Donc une citation que j'aime beaucoup, c'est une citation de Sénèque qui dit que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. J'aime beaucoup cette citation, on peut l'appliquer à plein de choses, mais je trouve que vivre avec une maladie chronique, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est vouloir continuer à vivre sa meilleure vie, même si la maladie est toujours présente et puis qu'un coup de temps en temps elle se manifeste à nouveau. Je pense que la maladie ne doit pas empêcher. Je trouve aussi que cette citation est une très belle image pour parler des maladies chroniques. Voilà. Et tu conseillerais quoi aujourd'hui comme tu le fais déjà plus ou moins finalement à travers les réseaux sociaux aux femmes, aux jeunes filles qui sont diagnostiquées ou qui sont dans l'attente d'un diagnostic ? Alors là, pour répondre à cette question, justement, j'ai listé plusieurs points. Si vous n'êtes pas diagnostiqué, mais que vous avez un doute, c'est que vous écoutez ce podcast aujourd'hui. J'ai envie de dire, surtout, n'hésitez pas à consulter si vous avez un doute et vous sentez que quelque chose cloche. Parce que souvent, les diagnostics de SOPK, c'est ça. Hein, on sent que le corps résiste et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Suivez votre intuition, j'ai envie de dire, et n'hésitez pas à consulter. Surtout, n'attendez pas que ça empire. Plus on est diagnostiqué tôt, meilleure sera la prise en charge, en fait. Essayez de pas trop tarder. Deuxième conseil pour les filles qui sont récemment diagnostiquées, par exemple, c'est de s'entourer de bons professionnels. Donc j'en ai parlé. Vous allez dans votre parcours de patiente, c'est possible de tomber sur des professionnels de santé qui vont vous dire que le SOPK, c'est rien, qu'il suffit de prendre la pilule, que la chute de cheveux, c'est pas grave, qu'il y a pire dans la vie. Voilà, n'hésitez pas à continuer à aller voir plusieurs médecins jusqu'à que vous trouviez le bon, celui avec lequel vous pouvez instaurer une relation de confiance et durable qui vous suit et qui reconnaît que c'est une maladie qui est invalidante, que les symptômes sont invalidants du moins. Ça, c'est super important.
Ensuite, moi, je vous conseille aussi, n'hésitez pas, n'ayez pas honte, parlez-en autour de vous, sensibilisez les gens autour de vous. C'est pas toujours facile, mais après, on ne sait pas, peut-être vous allez en parler, je sais pas, à votre voisine, et puis elle va en parler à sa nièce, parce que voilà, elle a elle aussi de l'acné, elle a des cycles irréguliers, puis du coup, elle va se dire, peut-être que j'ai le SOPK finalement. Je vous conseille aussi de vous rapprocher de l'association SPOPK. Voilà, vous allez avoir plein de témoignages, plein de preuves que finalement, vous n'êtes pas seul, et puis voilà, des ressources qui vont vous être utiles dans votre parcours de patiente pour les mois à venir, hein, donc de la prise en charge, ou même si vous êtes diagnostiqué depuis quelque temps. Voilà, surtout, sachez que vous n'êtes pas seul, en fait. Si vous avez le SOPK, on en parle peu, mais vous n'êtes pas seul. Ça représente jusqu'à une femme sur 10. C'est énorme, et je suis assez contente aussi de pouvoir en parler aujourd'hui. Je pense qu'il faut essayer de développer une sororité aussi entre les patientes. Voilà, c'est vraiment important de parler entre patientes, surtout qu'on a des symptômes très différents. Continuer à en parler ensemble. Aussi pour s'apporter des conseils. Voilà, on n'a jamais tout acquis sur le SOPK, donc c'est super important d'en parler. J'ai envie de dire aussi aux patientes, essayez d'utiliser toute cette colère et cette déception pour en faire une force. Enfin, vraiment, ça peut vraiment être une ressource dans la vie. Une fois qu'on a passé la déception, la colère du diagnostic, ça peut apporter des choses positives aussi. Il y a une lumière au bout du tunnel, surtout. Toujours continuer à se battre, finalement. Toujours. Et puis s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast parce qu'ils connaissent une personne dans leur entourage qui a le SOPK, c'est possible. Voilà, bon, sachez qu'on ne rajoute pas, et que quand on dit qu'on est trop fatigué pour faire quelque chose, on l'est vraiment. Quand on parle de nos douleurs, on a vraiment des douleurs. Voilà, c'est pas juste un petit syndrome et juste des kystes ovariens, c'est quand même une multitude de symptômes qui pourrissent la vie. Donc voilà, enfin, je dis ça, vous êtes sûrement très sympathique puisque vous écoutez ça et vous avez déjà fait un pas pour connaître la maladie davantage, mais voilà, faites preuve d'empathie avec votre sœur, votre compagne ou voilà, votre collègue qui a le SOPK. C'est pas facile tous les jours, mais de manière générale, on essaie de prendre ça avec le sourire. Et je le répète encore une fois, parce que c'est le cas aussi pour beaucoup de maladies chroniques, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. C'est bien là, et c'est difficile pour les gens extérieurs de comprendre finalement. Enfin, moi, je leur jette pas la pierre. J'ai été une des personnes aussi, avant d'être diagnostiquée, à pas comprendre forcément. Et c'est vrai que ça, c'est important de le rappeler. C'est que même si ça se voit pas sur notre visage forcément, c'est là, c'est présent. Donc c'est au quotidien. C'est bien aussi pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est pour en parler. Et c'est super. Je te remercie d'ailleurs de venir témoigner. Je te remercie de m'avoir conviée. Enfin, moi, j'étais ravie. Et puis, je trouve que ce podcast, c'est une super initiative. On ne parle pas assez, justement, des maladies invisibles, parce que souvent, c'est des maladies qui sont un peu tabous. Et je pense qu'on devrait en parler davantage. Même dans toutes les sphères de notre vie. Enfin, je veux dire, dans notre entourage, au travail. Voilà, ça existe. Enfin, voilà, c'est comme tout. Hein, ça ne nous concerne pas jusqu'à ce que ça tombe sur nous ou sur les autres. Voilà, donc c'est vraiment une super initiative. Je suis super contente d'être venue t'en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je pense que, je sais pas si tu connais énormément de praticiens, mais est-ce que toi, éventuellement, tu aurais des praticiens à conseiller ? Donc nous, on est plutôt dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc j'imagine que ce sera sûrement dans la région. Donc je sais pas si tu as des noms qui, éventuellement, pour les personnes qui sont intéressées, à donner. Oui, alors moi, au niveau... j'ai je suis suivie par 2 praticiens que je peux recommander. Donc à Arras, il y a un gynécologue, c'est le docteur Salomé, au centre hospitalier d'Arras. C'est un jeune médecin, donc il est super, très formé sur les maladies, les jeunes maladies féminines. Donc si vous avez une suspicion de SOPK ou d'endométriose, n'hésitez pas à aller le voir. C'est pas facile d'avoir un rendez-vous, mais vraiment, il est super. Voilà, je vous le dis, si ça peut éviter à des personnes de perdre leur temps, aller voir des médecins qui sont pas vraiment au fait de ces maladies-là. Et je suis également suivie par une endocrinologue, le docteur Blandine Lamblin à Roubaix. Tu peux peut-être donner peut-être tes infos Instagram, tout ça. Je sais pas si toi ça t'intéresse de les donner au cas où les gens auraient éventuellement envie de te joindre. Alors mon Instagram, c'est un truc un peu drôle, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec mon nom ni le SOPK, mais je voulais mettre un truc un peu léger sur Instagram. C'est quinoa, donc comme le quinoa, _phobia. Et en fait j'adore le quinoa, donc c'était juste pour le fun que j'ai mis ce nom-là, ça me faisait rire.
Voilà, je parle du SOPK, mais pas que, hein, je parle aussi un petit peu de ton chat. C'est un petit peu un journal de bord. Il y a aussi beaucoup de photos de mon chat aussi. Mais le SOPK, c'est du stress. Et avoir un chat, c'est excellent pour la gestion du stress. Donc voilà. Donc prenez tous un chat. Voilà, à la SPA, surtout. Voilà. Ensuite, l'Instagram de l'association SPOPK, sur lequel vous pourrez trouver plein de ressources. Donc c'est association-SPOPK, ESPOPK. Il y a un Instagram, un Facebook et un site internet. Voilà, sur le site internet, vous pouvez également prendre rendez-vous, prendre un créneau pour être appelé par une membre ou une bénévole de l'association. Voilà, si vous avez des questions sur votre pathologie, votre prise en charge, voilà, n'hésitez pas. Hein, Super. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je te souhaite une belle continuation. En tout cas, merci avec des beaucoup. beaux projets. J'espère pour toi bientôt l'Australie. À toi aussi. Bon, on va voir là. Avec le Covid, ça a été un petit évident, peu... Voilà, je sais que après c'est toujours pareil. Hein, je veux dire, c'est pas entre mes mains, donc c'est tout, c'est comme ça. Encore merci à toi, Emeline, pour ton témoignage plein de sincérité et sans tabou. N'hésitez pas à la suivre sur son Instagram, quinoa-phobia, et à vous rendre sur le site de l'association www.esp-opk.org pour plus d'informations sur le syndrome des ovaires polykystiques. J'espère que cet épisode vous aura plu et pourra être utile à certains d'entre vous. N'hésitez pas à partager le podcast et à me donner votre avis. À bientôt pour une nouvelle pathologie.